Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse. Comme toujours, on fera un point sur l'actualité, on fera une analyse sur le sentiment du marché, on regardera tout ce qui se passe en termes de macroéconomie et enfin, on terminera par faire un tour sur les graphiques et aussi par la sagesse du jour qui est un peu philosophique aujourd'hui. Parmi les gens qui regardent mes vidéos, vous êtes pratiquement 80% à ne pas vous abonner. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez réussir le bull run, il faut absolument s'abonner. Également, mettez un petit like et un commentaire si cela vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez. Donc on va commencer directement cette revue de presse avec Trump pour changer qui répète encore et toujours qu'il va assurer le fait que le futur de Bitcoin et de la crypto reste aux USA. Tout simplement, c'est un businessman, il comprend vraiment comment tout ça évolue et si on fait le rapprochement par rapport à la France qui dans les années 90 a raté le coche avec Internet, là on peut voir que Trump lui a déjà compris que la crypto-monnaie Bitcoin était le futur et il compte vraiment s'en servir pour développer les USA. Maintenant, est-ce que ce qu'il dit, il va le faire? C'est une autre question. On est toujours sur de la politique, mais en tout cas, le businessman qui est Trump l'a très bien compris et ça se voit également parce qu'il a vendu notamment plusieurs fois des NFT à la fois sur Ethereum et sur Bitcoin. Il a précisé également qu'il va supporter tout ce qui est self-custody. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est le self-custody, c'est le fait de posséder soi-même ses actifs grâce notamment avec une clé Ledger ou alors avec des hot wallets tels que Rabbi, Kepler, Phantom, MetaMask. Il s'oppose également fermement à la création d'une monnaie de banque centrale numérique. Franchement, on peut voir que Trump est en train de sauter pieds joints dans la crypto. Et après, si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on peut se dire, ok, c'est un opportuniste, il veut se faire réélire. Il sait qu'environ 20-30% des Américains sont favorables à la crypto ou en possèdent. Donc forcément, il va aller chercher cet électorat qui pourrait voter pour lui assurer la victoire finale. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment mettre ça en place par la suite? C'est une autre question. En restant sur Trump, il a aussi déclaré qu'il voudrait potentiellement libérer le fondateur de la Silk Road, Ross Ulbricht. Tu ne sais pas ce qu'est la Silk Road, pour te faire assez simple, potentiellement je te ferai une vidéo plus tard si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Eh bien, c'était une place de marché dans laquelle tout le monde pouvait acheter ou vendre n'importe quoi. Ça pouvait être de la drogue, des armes, c'était essentiellement ce genre de marchandises qui étaient vendues, mais tout pouvait être vendu. C'était sur le dark web et la monnaie principale était Bitcoin. La Silk Road, elle a notamment permis de connaître le premier bull run que nous avons eu sur les crypto-monnaies à partir de 2013-2014. Et c'est aussi la première fois que Bitcoin a été mis en action dans une économie parallèle et a montré que Bitcoin pouvait avoir une utilité économique. Concrètement, ce Ross Ulbricht, pour la majorité des personnes en crypto qui connaissent cette histoire-là, c'est un héros de guerre. Si Trump met en place ce qu'il est en train de dire, ça serait vraiment une super nouvelle pour l'écosystème et on serait vraiment tous hyper contents qu'après 11 ans de prison, Ross puisse en sortir. Également par rapport à Julian Assange, qui a été aussi l'un des premiers démocratiseurs de Bitcoin, notamment grâce à Wikileaks, qui était du coup son site internet où il a révélé pas mal de documents classés confidentiels des États-Unis, eh bien, il avait été bloqué par PayPal et tous les moyens de paiement et Bitcoin a été une solution pour Julian Assange afin de se financer. Et donc, Donald Trump vient de dire qu'il pourrait potentiellement pardonner Julian Assange et qu'il prenait ça vraiment en considération. Et là, encore une fois, ça va plaire énormément aux Bitcoiners et aux fanatiques de la crypto parce que Julian Assange, c'est l'un des plus grands défenseurs de la privacy, de la vie privée. Et franchement, ça serait incroyable si, une fois élu, Donald Trump tient ses promesses-là. Donc on verra si dans le temps, Donald Trump tient ses paroles. Mais en tout cas, ça serait vraiment cool qu'il le fasse. Et ça permettrait vraiment de remettre un peu l'église au centre du village en sortant deux héros de guerre qui sont emprisonnés. Donc on ne sait pas si Trump mettra en place ces choses-là. Maintenant, si c'est le cas, franchement, ça serait une très très bonne nouvelle pour l'écosystème. Au niveau des pays, je vous disais que de plus en plus de pays sont en train de vraiment rentrer dans Bitcoin. Si jamais tu veux te renseigner par rapport à ça, je te conseille d'aller voir directement une vidéo que j'ai publiée où je te dis que plusieurs pays sont en train d'adopter Bitcoin. Et là, aujourd'hui, nous avons le Kenya qui a signé un deal avec Marathon afin de monétiser l'énergie qui n'est pas utilisée à travers son pays, notamment grâce au minage de Bitcoin qui permettrait de récupérer toute l'énergie en surplus, toute l'énergie qui est gaspillée afin de miner du Bitcoin et de créer un nouveau revenu à la fois pour le Kenya mais aussi Marathon qui en récolterait les bénéfices. Mais ça permettrait en tout cas au Kenya de s'exposer à Bitcoin et du coup de commencer soit à en accumuler ou alors avoir une nouvelle source de revenus. Également, nous avons MTGOX qui a bougé 2,9 milliards de dollars en Bitcoin pour la première fois en 5 ans. Si tu ne connais pas MTGOX, c'est l'un des premiers échanges crypto qui a permis l'échange de Bitcoin et il a fait faillite il y a quelques années et énormément de personnes ont perdu beaucoup d'argent. Si cette nouvelle s'avère être vraie, on pourrait voir potentiellement des premiers Bitcoins se faire rembourser auprès de ces clients-là, donc qui auraient acheté du Bitcoin aux alentours de 2013, 2014, même un peu plus tard. Ça permettrait donc de remettre en circulation tous ces Bitcoins et maintenant il faudrait voir ce que les gens feraient avec ces 2,9 milliards de dollars. Est-ce que ça va se faire dump directement au
marché afin de prendre des bénéfices, ou alors est-ce que ces gens attendent aussi le prochain bull run? Est-ce qu'ils pourraient continuer à hold? Potentiellement des gens qui auraient acheté du Bitcoin en dessous de 500 $, voire potentiellement moins, je n'ai pas les chiffres exacts dans ma tête, et donc ça pourrait faire une grosse prise de profit qui pourrait potentiellement faire baisser le cours au moment où c'est avéré. Il faudra suivre cette information avec précis, mais en tout cas c'est cool de voir que les bitcoins des premiers utilisateurs commencent à se débloquer. Au niveau de l'ETF ETH, on va faire un petit point également. Dans la dernière fois je vous disais que c'est vraiment le formulaire 19B4 qui a été approuvé, et il va manquer maintenant le formulaire S1 afin de pouvoir mettre en place l'échange de ces ETF. Pour l'instant, personne ne peut acheter de ces ETF, et donc dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'acceptation de ce formulaire permettrait de rendre possible l'achat d'ETF Ethereum. Potentiellement à partir de ce moment que nous allons voir rentrer de grosses liquidités dans les ETF Ethereum. D'ici là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Potentiellement, pour avoir un buzz de rumeur, sell the news. On achète la rumeur justement de l'acceptation de ces S1, et une fois que ça y est, c'est officialisé, hop, sell the news, on a une petite chute, 20% potentiellement, peut-être plus, et ensuite on repart comme on avait fait avec Bitcoin en janvier. Une des choses les plus importantes à comprendre également, c'est que maintenant l'ETH a été reconnu par la SEC comme une commodity, donc comme une matière première, ce qui engendre directement moins de régulation autour de cet écosystème, et c'est vraiment un gros plus pour Ethereum et son écosystème. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que va-t-il se passer après l'acceptation de ces ETF? Si on a une grosse hausse des prix, est-ce que l'argent qui rentre dans l'ETF va finir par se déverser ailleurs, que ce soit dans les altcoins ou dans d'autres cryptos, les NFT, etc. C'est possible. Maintenant, est-ce que la liquidité qui rentre dans les ETF ne va pas justement bloquer cette fontaine de liquidité que nous connaissons depuis longtemps? Personnellement, je pense que seulement les projets avec des gros fondamentaux vont pouvoir récupérer du momentum qui est amené par rapport à Ethereum afin de commencer à exploser. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention avec tout ce qui est meme coin, tout ce qui est avec altcoin, surtout s'il n'y a pas un gros fondamental. Car si le fondamental n'est pas bon, il n'y a pas de raison que cet actif prenne en valeur. Il va falloir vraiment faire de grosses recherches et de bonnes recherches afin de vraiment comprendre le projet et de savoir s'il y a un potentiel. En tout cas, on a plusieurs narratifs plutôt intéressants, que ce soit l'IA, l'RWA ou l'écosystème de Bitcoin, qui sont vraiment intéressants à surveiller. Je pense notamment aussi à l'écosystème Base qui pourrait cacher quelques crypto pépites. Là, je prépare un prochain top 5, voire peut-être un top 10, on verra, qui devrait arriver la semaine prochaine. N'hésite pas à me dire en commentaire quel narratif tu aimerais que je traite. Maintenant, est-ce que l'ETF Ethereum va pas faire en sorte que la crypto-monnaie rentre dans le côté traditionnel? D'un côté, j'ai envie de te dire oui, forcément, la crypto-monnaie est en train de se traditionnaliser. En fait, l'option de la décentralisation est toujours possible. Il va y avoir forcément des gens qui vont chercher la centralisation par rapport à la facilité qui est possible de mettre en place, notamment les nouveaux. Mais une fois que ces nouveaux-là vont commencer à gagner en compétences, gagner en connaissances, ils vont comprendre forcément qu'il y a un côté décentralisé dans lequel ils peuvent eux-mêmes gérer leurs actifs et pouvoir aussi interagir directement avec la blockchain. Donc personnellement, moi je ne vois pas quelque chose de binaire dans le sens où il y aura que du côté traditionnel ou il y aura que du côté décentralisation. C'est forcément un entre-deux dans lequel une partie pourra aller faire du centralisé, profiter de bons niveaux d'intérêt, par exemple du 5-6% sur de l'USDT, mais forcément il y aura le risque de l'échange centralisé du fait de ne pas posséder ces actifs, mais de l'autre côté on pourra venir sur les échanges décentralisés, sur les wallets décentralisés, pour venir chercher du rendement également, faire d'autres choses avec les NFT ou avec d'autres choses, tout en possédant vraiment le contrôle sur ces actifs. Je pense que ce ne sera pas noir ou blanc, ça va être plutôt un mélange de gris. D'ailleurs, par rapport à Ethereum, on peut voir que la balance sur les échanges est à son plus bas depuis 6 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque les ETF vont être enfin tradables? Eh bien, il y a de gros inflows, on devrait voir une crise par rapport au supply, une crise par rapport à l'offre. Si tu connais bien tes cours d'économie basique, tout est régi par l'offre et la demande. Si l'offre est inférieure à la demande, forcément le prix va augmenter. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le market cap du total crypto n'est seulement de 2600 milliards de dollars. C'est vraiment rien du tout. C'est à peine un quart de tout l'argent qu'il y a dans l'or. On a deux ETF qui sont à leur enfance, qui ont été lancés en janvier et ces dernières semaines. Donc franchement, sur du moyen et long terme, on ne peut pas être bearish. C'est forcément quelque chose de bullish qui est en train de se mettre en place. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien se positionner et attendre sagement que le marché augmente. Nous avons également de l'apport de liquidité qui rentre dans le marché. On en parlera dans le côté macroéconomique, mais tout ça est en train de mettre en place un environnement assez bullish sur les prochains mois. Si on regarde au niveau du sentiment et des ETF, on peut voir que hier c'était fermé sur Wall Street, mais vendredi nous avons eu 251 millions de dollars d'inflows, ce qui est assez énorme. On peut voir notamment que les inflows sur BTC ne font qu'augmenter ces dernières semaines, ces 10 derniers jours même, comparé aux semaines d'avant. Donc il y a vraiment une relance bullish qui est en train de se mettre en place sur le marché crypto. Il faudra voir à la fin de la semaine, genre vous en reparlerai sûrement vendredi, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Car au niveau du sentiment, on peut voir que la crypto est toujours tout en bas. Regardez, sur le côté crypto, on est à 28 et on était à 28 également à environ début décembre. Donc on est vraiment sur des niveaux de sentiment assez bas et ça c'est très très intéressant. Le marché a tendance à vouloir monter lorsque le sentiment est bas, lorsque personne s'y intéresse, et c'est lorsque l'euphorie commence à arriver. Regardez, là on était quoi? On était
en mars, donc le 3 à 9 mars, on était à 53 en termes de recherche Google. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment s'était beaucoup amélioré, on rentrait dans une période d'euphorie. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a corrigé et on a calmé le sentiment. Sachant que si je regarde le prix de BTC au niveau du 3 à 9 décembre, on n'était même pas encore aux 40 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment aujourd'hui est au même niveau qu'aux 40 000 $ en décembre, alors qu'aujourd'hui on est pratiquement à 70 000 $. Donc il faut bien prendre en compte ça et potentiellement ce qui nous reste à vivre sur les prochains mois, ça serait que du up only. Pareil par rapport à Bitcoin, on peut voir que là on fait vraiment des plus bas depuis vraiment octobre en fait, et même octobre-septembre, on était vers les 18 et là actuellement on est à 18 en termes de recherche sur Google. Donc personne ne s'intéresse à Bitcoin, personne ne s'intéresse à la crypto-monnaie et ça c'est un très très bon point. Si on regarde Ethereum qui lui a vu son ETF être accepté la semaine dernière, on peut voir que même lui a eu une petite hausse jusqu'à 28, mais qui est déjà en train de redescendre en termes de sentiment à 18. C'est comme si l'ETF, tout le monde n'en avait rien à faire. Donc clairement, moi je trouve ça hyper encourageant, surtout que beaucoup de liquidités vont commencer à rentrer dans le marché. Et de voir un sentiment aussi bas, ça me rassure en me disant, ok, les prochains mois risquent d'être intéressants, mais surtout sur le côté bullish. Maintenant, où est-ce qu'on va monter? Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Du côté du Fear and Greed, on se retrouve à 72 et ça fait déjà quelques semaines qu'on est assez greedy. Donc on est assez dans l'euphorie. Moi, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas trop apprécié actuellement parce que je trouve que le sentiment par rapport à l'euphorie est trop haut et j'aurais plutôt préféré avoir du neutre aux alentours des 50 par ici. Le neutre c'est vraiment intéressant à voir car on pourrait se dire ok, on sait pas trop où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va descendre, est-ce qu'on va monter. Le marché est incertain et c'est aussi dans ces périodes là qu'il est intéressant de voir une hausse. Après, si on regarde sur le max, eh bien on est venu quand même rechercher les 40 sur le côté du Fear and Greed, donc c'est plutôt encourageant par rapport à ça. On a réussi à calmer pas mal de personnes, peut-être des personnes qui ont déjà give up, qui ont déjà abandonné, mais en tout cas j'aimerais bien voir un marché qui se calme en termes d'euphorie afin de venir chercher des plus hauts. Malgré tout, on pourrait très bien faire comme en 2020-2021, rester assez haut en termes de sentiments tout en continuant à monter. Bien entendu, c'est possible, ce n'est pas des indicateurs magiques qui vont nous dire ok on est en euphorie, on va baisser. Totalement pas. Et si on passe maintenant sur le côté des liquidités, on peut voir que sur une semaine, on a de plus en plus de liquidités qui s'accumulent également au sud. Donc venir revisiter les 66 000 $, ça serait vraiment pas déconnant sur le court terme. Et même on a des liquidités qui s'accumulent aussi au nord dernièrement avec de belles sommes de liquidités au-dessus des 71 000 $. Donc en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas venir faire un peu le yo-yo, revenir chercher des plus bas, sachant qu'on a une pic de liquidité ici aux alentours des 66 000 $, revenir chercher ces niveaux-là, pourquoi pas venir un peu plus bas, chasser la liquidité et ensuite repartir chercher jusqu'aux 72 000, 73 000 $ la liquidité qui reste. Et si je dézoome un petit peu et qu'on regarde sur du plus long terme, eh bien on peut voir qu'au niveau des 50 000 $, ça fait moins que je vous en parle, il y a beaucoup de liquidités qui se sont accumulées. Maintenant, il semblerait qu'on ne viendra jamais la chercher. Si on devait aller la chercher, peut-être qu'on serait déjà venu la chercher, ou alors il nous faudrait vraiment un événement qui crée beaucoup de peur sur le marché pour nous faire descendre aussi bas, sachant même qu'une guerre entre l'Iran et Israël n'a pas permis de venir aussi bas. Donc potentiellement, c'est des liquidités qu'on va laisser bloquer ici et qu'on viendra chercher bien plus tard. Maintenant, il y a quand même plus de liquidités à venir chercher au nord avec des dizaines et des dizaines de milliards de dollars plutôt qu'au sud. Mais ce serait intéressant de, sur le court terme, venir rechercher au sud afin de créer un peu plus de liquidités qui s'accumulent au-dessus et de venir tout short squeeze avec une grosse montée haussière qui récupère toutes ces liquidités et qui a cassé la TH. Maintenant, est-ce qu'on pourra venir beaucoup plus haut que la TH? Est-ce qu'on pourra venir chercher les 80 000 $? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est un scénario qui me paraît plutôt probable, surtout quand je vois les liquidités qui pourraient arriver dans le marché les prochains mois. Par rapport aux 50 000 $ qu'on pourrait venir chercher, un scénario que je trouve assez intéressant à imaginer, ça serait qu'on vienne chercher les 90 000, 100 000 $ d'ici, je ne sais pas, peut-être la fin d'été ou même un peu après. Et ensuite qu'on a une correction de 40 à 50%, voire même peut-être 60% sur le marché dans sa généralité, donc sur Bitcoin, et qui nous permettrait de revenir sous ces 50 000 $ après avoir fait FOMO tout le monde à l'arrivée des 100 000 $. C'est vraiment un scénario qui serait intéressant, donc je t'invite au moins à le noter sur un petit papier sur le côté pour le garder en tête. Au niveau du tableau vert des funding rates, là on est toujours dans le vert, donc c'est toujours le vert. Allez-y, on peut partir à la hausse par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment voir cet indicateur en orange qui permettrait de me dire ok, le marché est en surchauffe et donc potentiellement de commencer à prendre des profits ou vraiment de s'inquiéter, de surveiller un peu plus attentivement. Allez, on passe maintenant au côté macroéconomique. On va faire vraiment un tour assez rapide et on peut voir déjà que les taux d'intérêt ne devraient pas baisser ni en juin ni en juillet. En juin, le marché anticipe 99,1% de chances que le taux d'intérêt ne bouge pas. En juillet, on anticipe à 88,9% de chances et on commence à anticiper également en septembre le fait que les taux d'intérêt ne bougeraient pas à 54,6%. Comme je te dis, les dates d'après, je ne vais pas les regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère que le marché s'approche de ces dates-là afin d'avoir plus de certitude sur que le marché attend par rapport à la baisse des taux. Mais en tout cas, jusqu'à potentiellement novembre, on devrait ne pas avoir de baisse des taux, hormis bien sûr s'il y a un événement annexe. Et donc cette semaine, au niveau de la Fed, on devrait avoir pas mal de data intéressantes, notamment avec les chiffres du PIB sur le premier trimestre 2024. Donc ça sera des datas que nous aurons jeudi. On aura aussi vendredi un point sur l'inflation qui va surtout concerner les consommateurs directement, donc
les gens un peu lambda. Et ce sera intéressant de voir si leur pouvoir d'achat augmente ou s'il baisse. Également, nous aurons plus de 10 speakers qui vont participer cette semaine pour nous donner un petit peu leurs sentiments sur l'économie actuelle aux États-Unis. Et ça sera très intéressant de voir un petit peu ce qu'ils en pensent et comment la suite du marché pourrait évoluer. Donc, je vous tiendrai au courant par rapport à ça d'ici vendredi. Et on va passer à la suite avec notamment les asset managers de fonds d'investissement qui seraient qu'on n'aurait pas de récession sur les 12 prochains mois à 78%. Donc, les asset managers ont l'air d'être de plus en plus confiants sur le fait qu'il n'y aura pas de récession sur les 12 prochains mois. Maintenant, je veux quand même vous faire porter l'œil sur quelque chose d'assez intéressant que j'ai relevé, c'est que les asset managers étaient également assez confiants qu'il n'y ait pas de récession en 2008, en 2007, lorsque la grosse crise financière de 2008-2009 a commencé. Donc ce n'est peut-être pas un indicateur qui est vraiment pertinent, mais c'est intéressant de voir que en 2020, nous avions aussi un gros fort de confiance dans le marché. Et quelque chose qui est quand même très intéressant à prendre en compte, c'est qu'en général, le marché va faire l'inverse de la majorité. Donc si tout le monde pense qu'il n'y aura pas de récession, eh bien le marché il pourrait potentiellement partir en récession pour ces mêmes raisons. Ça revient aussi à dire que lorsque tout le monde parle d'un certain token, eh bien en fait c'est le dernier moment pour acheter. Parce que si tout le monde en parle, c'est que c'est déjà trop tard. Et donc, du coup, les gens qui vont acheter à ce moment-là, en pensant que ça va continuer à monter, eh bien, ils vont se faire avoir par le marché et on va commencer à baisser. Donc, si tout le monde commence à se dire, OK, il n'y aura pas de récession pendant les 12 prochains mois, allez, let's go, let's go, let's go. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à s'inquiéter? C'est aussi une réflexion que je te laisse avoir de ton côté. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais en tout cas, je pense que, OK, il va nous rester quelques mois à pouvoir up on lit, mais à un moment donné, cette récession finira par arriver et va faire de gros dégâts sur l'économie. Quand je ne peux pas savoir. Mais si j'en sais plus par rapport à ça, en tout cas, je t'en parlerai directement dans cette revue de presse. Également, je te parle souvent de la liquidité qui rentre sur l'économie. Et on peut voir clairement que regardez, en 2020, on a rentré beaucoup de dollars sur l'économie, ce qui a provoqué une montée des actions, une montée aussi de Bitcoin. Ça, je vais te le montrer juste après sur le graphique, tu verras. Et après, ensuite, en 2021-2022, on a commencé à arrêter cette injection monétaire, à remonter les taux et à détruire du cash, ce qui nous a fait baisser la liquidité globale. Mais depuis la crise bancaire que nous avons eue en 2023, eh bien, on peut voir directement que la liquidité a commencé à augmenter, voire même stagner. Et ça permettrait de vraiment se dire, ok, la liquidité, c'est ce qui va vraiment driver les marchés. Et à partir de ce moment-là, on a eu le SP500, on a eu le Bitcoin, on a eu l'Ethereum qui ont commencé à repartir à la hausse. Donc pour moi, c'est vraiment une corrélation qui fait du sens et on va en reparler juste après. Car également, on a Peruvian Bull qui nous dit clairement que tant que la Fed ne va pas retirer de la liquidité du marché de manière drastique et assez rapide, eh bien on ne devrait pas avoir de crash de marché tout simplement. Et donc, s'il y a plus de liquidité qui rentre dans le marché, eh bien les prix vont repartir à la hausse et vont continuer à augmenter. Et c'est exactement ce que je vais te montrer sur ce graphique en te montrant, regarde. Alors ici, nous avons eu une injection monétaire suite au Covid. Donc c'est toute cette injection ici qui a rajouté de la liquidité dans le système. Et là, on peut voir quoi? Le prix des bitcoins est parti à la hausse. À partir d'ici, on a commencé à enlever justement cette liquidité, à la réduire et augmenter les taux d'intérêt. Et hop, on est descendu en termes de liquidité et Bitcoin s'est écrasé et rentré en bear market. À partir de la crise bancaire que nous avons eu l'année dernière, on a eu la liquidité qui a commencé à remonter et même à fluctuer, à stagner. Et c'est clairement ce qu'on peut voir ici avec une hausse des prix. On ralentit un petit peu et on repart à la hausse de manière énorme avec notamment aussi des narratifs tels que l'ETF qui poussent les gens à acheter et à anticiper ce genre d'événement. Donc concrètement, baisse de liquidité est égale à la baisse du marché. Et donc, corrélation, hausse de liquidité est égale à la hausse du marché. On peut voir ici qu'on avait eu une petite baisse de liquidité qui avait également amené le marché à baisser. Donc même sur le petit court terme, on peut voir que la liquidité qui rentre dans le marché a vraiment de l'impact sur les marchés. Car si on regarde également par rapport au S&P 500, c'est vraiment la même chose. Allez, enfin, on a fini avec le côté macroéconomie. On va passer maintenant sur Bitcoin. Je vais réduire la time frame, on va se mettre en daily tranquillement. On va, hop, mettre ça sur la bonne échelle. Je vais enlever également l'indicateur Bitcoin, on n'a pas besoin. Et donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc actuellement, on est à 67 700. Et je vous disais, regardez, hop, on vient casser ici et on devrait venir retester ce support qui faisait office de résistance précédemment. Et on est clairement en train de le retester. On a aussi la trendline baissière qui a été cassée fortement, qui est en train de se faire retester. Donc on a une double résistance qui nous permettrait potentiellement de tenir ces prix. Donc si ces résistances tiennent les prix, on devrait voir un scénario comme je vous l'ai annoncé avec potentiellement une petite montée en escalier qui pourrait se faire plus ou moins rapidement. En cas de chute, on pourrait revenir chercher directement les 65 000 et pourquoi pas si le support ne résiste pas, revenir chercher les 60 000 qui serait du coup le bas du range car on est toujours dans ce range entre les 73 800 et les 59 200. Donc tant qu'on reste dans ce range, eh bien, on fluctue et il va vraiment falloir chercher un breakout à la hausse ou alors à la baisse pour vraiment avoir une suite par rapport à ce marché. Au niveau d'Ethereum, on peut voir que c'est la même chose, on est venu casser rapidement la trendline baissière, les résistances que nous avions ici et ici et une fois qu'on l'a cassé, on est venu retester. Donc là, on est déjà venu retester une première fois et on serait potentiellement
potentiellement en train de venir partir. Moi, ce que je proposais, ce serait qu'on vienne casser le dernier plus haut qui est aux alentours des 4000 $, qu'on le casse, qu'on vienne ranger un petit peu autour, retester cette résistance qui devrait devenir support avant de potentiellement revenir chercher un ATH qui se trouve aux alentours des 4869. Ensuite, ce qui pourrait se passer, c'est soit on vient casser directement et après on vient s'appuyer sur l'ATH, voire même ranger autour avant de chercher des nouveaux plus hauts, ou alors on reste dans un range entre 4800 et 4000 $. Ça pourrait être deux possibilités intéressantes. Il faudra voir l'état du marché à ce moment-là et on en reparlera dans une prochaine revue de presse. Au niveau des altcoins, là aujourd'hui, je vais vous présenter ING qui est vraiment en train de faire le scénario que j'avais déjà matérialisé plusieurs fois. Et donc, on vient de casser cette trendline baissière. On est en train de la retester. On est vraiment sur ici un support qui est en train de se former. Et ce qu'on veut voir, c'est toujours une montée en escalier. Ça pourrait être potentiellement un bon moment pour rentrer dans ING. Attention, bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tu es libre de faire tes propres choix. Je te conseille de Dior avant. Et prends ça en compte pour tous les prochains altcoins que je te présenterai dans cette vidéo. Au niveau de Starknet également, donc on va essayer de zoomer un petit peu. Et là, on peut voir qu'on est venu chercher un support. On peut voir qu'on est venu faire un bottom ici qui fait office de support que j'ai tracé là. On a cassé la trendline baissière et maintenant on est vraiment en train de chercher à faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Mais il faudra venir chercher les 1,43 $ pour essayer potentiellement de casser tout ça et de venir monter plus haut. C'est dans la lignée de l'acceptation de l'ETF Ethereum. Starknet est un layer 2 sur Ethereum et ça pourrait venir chercher la liquidité qui rentrera sur Ethereum par la suite. Les gens souhaitant surperformer Ethereum pourraient se positionner sur les L2 qui ont une belle technologie, un bon fondamental. Et Starknet en fait partie. Toujours dans ce narratif, nous avons Metis également, qui est un layer 2 sur Ethereum et qui commence à montrer de belles choses. Après être venu chercher la Golden Pocket, on peut voir qu'on a commencé à en sortir avec un beau breakout qui a cassé cette résistance. Et maintenant, on se trouve sous la résistance qui est aux alentours des 76 $. Et ce qu'on aimerait, c'est venir la casser, la retester avant de repartir plus haut en escalier comme j'ai fait sur ce schéma. Metis, c'est un projet qui a eu pas mal de hype ces derniers temps. Donc ça pourrait continuer à avoir de la hype par la suite et à faire à suivre par rapport à ce token. Au niveau du narratif du Dépine, nous avons Akash qui est un projet vraiment leader de ce secteur et on peut voir qu'actuellement il est en train de corriger un petit peu après avoir fait une belle hausse depuis le bottom. On peut voir que c'est un projet qui a beaucoup d'enclin et on pourrait se dire que potentiellement rentrer ici pourrait être un point assez intéressant. Maintenant, on est sur un market cap à 4 milliards, donc prenez ça aussi en compte. Et surtout, si on vient à casser les 0,38,2 qui pour l'instant n'ont pas été cassés, en tout cas ça se maintient pile au-dessus, alors on pourrait venir chercher les 0,5 ou les 0,618 et là ce serait des prix beaucoup plus intéressants pour investir sur le moyen terme, sur le long terme. AKT, très bon projet en termes de fondamentaux, dans la narrative des DePIN et des GPU, donc on a énormément besoin de ces GPU pour développer l'IA, donc affaire à suivre. Au niveau de Nozana également, on commence à avoir une jolie action de prix, en tout cas le token commence à m'intéresser. Comme tu peux le voir, on a cassé la trendline baissière ici, après l'avoir testé plusieurs fois et en étant resté dessous, on est venu le casser fortement, on a commencé à retester des supports et on est vraiment monté rapidement. Mais depuis, on a une belle chute et là on se retrouve actuellement entre les 0,618 et les 0,705, donc proche de la Golden Pocket et ça permettrait de faire vraiment un achat intéressant en termes d'investissement. Lors de la dernière vidéo, je vous disais, regardez, on était à peu près par ici et que ça serait intéressant au vu du cassage du 0,38 d'attendre et de trouver un point d'entrée potentiellement vers les 0,5 ou vers les 0,6. Actuellement, on est vers les 0,6, donc ça pourrait être très intéressant de se positionner. En tout cas, c'est un projet qui est à la fois sur Solana, qui est à la fois de la DePIN avec des GPU, qui vont servir au développement de l'IA et donc ça pourrait être un narratif qui est super intéressant. Faites vos propres recherches, mais en tout cas, personnellement, le token commence à me plaire de plus en plus. Et pour finir, on a Illuvium qui, lui, est en train de ranger entre les 88 $ et les 100 $. Voir qu'il a cassé sa trendline baissière fortement également ces derniers jours et qui est en train de retester tout simplement le support qui est ici. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est venir casser cette résistance et celle-ci également, avant de pourquoi pas venir chercher des plus hauts. Donc, si on le retranscrit, ça ferait à peu près ça. Et ensuite, pourquoi pas venir monter en escalier comme d'habitude. Illuvium, c'est un jeu qui vraiment est en train de se développer depuis 2021 et qui pourrait vraiment driver la hype sur la GameFi. Pour l'instant, la GameFi est assez sage, mais en tout cas, un jeu AAA comme Illuvium pourrait, je dis bien pourrait, si en tout cas le marché se développe bien, amener plein de joueurs sur ce projet et faire monter le cours et faire partir la GameFi. Donc, comme toujours, faites vos propres recherches. Aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse quelques tokens que vous surveillez, ça me ferait plaisir. Pour finir, on va faire un point plutôt philosophique sur le côté crypto est égal à la sécession de la plèbe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La plèbe, c'est plutôt le peuple en général. Et la sécession, ça va être le fait que le peuple, en contradiction avec les élites, va commencer à mettre en place des actions de désobéissance afin de protester, de se révolter contre ces derniers. Et là, nous avons Eric Voorhees qui compare directement ce phénomène avec la crypto. Pourquoi? Parce que Bitcoin, dans sa philosophie initiale, et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te ferai aussi une vidéo à son propos, et Bitcoin est en train donc de mettre en place une révolution monétaire dans laquelle on pourrait avoir une séparation entre la monnaie et l'État, qui aujourd'hui
aujourd'hui l'État gouverne la monnaie et qu'on le voit toujours en train de mettre les pauvres de plus en plus pauvres et d'enrichir les riches. Ce qui n'est pas un jeu égal qui, aujourd'hui, une personne qui ne possède rien va avoir énormément de mal à réussir à devenir riche, à s'enrichir, alors que ceux qui naissent riches auront tous les outils à disposition pour continuer à perpétuer cette tradition de la richesse. Dans la crypto, c'est un peu l'outil qui va remettre un peu l'église au centre du village, le ballon au milieu du terrain, et on va repartir sur des bases un peu plus saines. Bien entendu, il y aura toujours des gens qui auront plus d'argent que d'autres, c'est normal, ça sera toujours le cas, on ne peut pas devenir un pays communiste ou même un monde communiste où tout le monde est à égalité, ce n'est pas bon, ça ne pousserait pas à l'innovation. Mais en tout cas, Bitcoin permet de dire clairement, je n'accepte pas ces règles-là et je ne vais plus obéir. Donc c'est un outil politique qu'il faut se servir et qui est très très important. Donc voilà, par rapport à cette nouvelle revue de presse, on a fait un tour assez intéressant. Je t'invite comme toujours à t'abonner, à liker et à mettre un commentaire ce que tu en penses. Et moi je te dis à vendredi pour la prochaine revue de presse. Ciao ciao.